Bonjour, bonjour et bienvenue pour notre webinaire consacré à l'intuition, l'inconscient et l'irrationnel dans le recrutement. Confirmez-moi que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Voilà, vous faites un petit bonjour, un petit coucou, le son est bon, l'image est bonne. C'est super. On va être plus de 400 en principe à participer à ce webinaire. On a même des amis qui sont de Tunisie, qui sont du Maroc, d'Espagne, d'Italie. Nous sommes ravis que ce thème vous intéresse tout particulièrement parce qu'effectivement, parler d'intuition, parler d'inconscient et parler d'irrationnel dans le recrutement, c'est pas chose classique, c'est presque un petit peu tabou. Hein. On sait que ça existe et on n'arrive pas à l'analyser. Donc, pendant une petite heure, 45 minutes, une heure maximum, on va échanger là-dessus. Voilà. Alors, ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires que nous organisons chaque semaine qui traitent de thèmes concernant le recrutement et le management et les ressources humaines. Voilà. Chaque semaine, maintenant, chaque jeudi à midi plein, nous organisons un webinaire. Donc là, vous voyez la liste des futurs webinaires. De toute façon, comme vous aurez le PowerPoint qui vous sera transmis dès la fin de ce webinaire, vous aurez les dates chez vous tranquillement. Donc, nous organisons des webinaires et nous organisons également des formations en ligne, formations cette fois-ci payantes, bien évidemment, sur, d'une part, la négociation commerciale, sur le management, sur le recrutement, sur les thèmes qui nous sont chers. Donc, le Florian Manseul Institut, j'espère que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, ça va être un grand moment. Vous allez le découvrir par mon intermédiaire. Donc, j'ai créé le cabinet en 76 à Montpellier. Donc, malgré mon jeune âge, ça fait de nombreuses années que nous sévissons dans le domaine des ressources humaines en apportant la palette complète à nos clients, c'est-à-dire aussi bien du conseil en recrutement que de la formation, que de l'outplacement, que des plans de compétences, que du coaching, que du conseil RH. Voilà. On s'intéresse aux hommes et aux femmes qui rentrent dans l'entreprise, qui travaillent dans l'entreprise et qui sortent de l'entreprise. Voilà. Donc, la boucle est bouclée. Donc, voilà. Donc, vous aurez mon CV quand le PowerPoint vous sera envoyé. Vous remarquez sur la photo que je n'ai pas de moustache parce qu'effectivement, je ne suis pas moustachu, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je ne suis pas moustachu. Là, il s'agit d'un souvenir du confinement que je garde encore quelques temps. Lorsque ma femme en aura marre, j'enlèverai. Et je serai accompagné pendant ce webinaire par notre ami Laurent Gouzen, avec un écho bizarre. Bonjour. Je te laisse te présenter, mon cher Laurent. Merci Florian. Bon, très rapidement, donc je m'appelle Laurent Gouzen, je suis consultant en ressources humaines pour le cabinet Florian Manseul Institut. J'ai une formation un peu spéciale puisque je suis docteur en neurosciences. Ce sera ma bonne conscience. Hein. Tu seras ma bonne conscience, mon cher Laurent. Voilà, exactement. Et donc, mon rôle aujourd'hui sera d'apporter peut-être de temps à autre cette vision un peu neurosciences, mais surtout et avant tout, d'être un peu votre porte-parole à vous qui suivez donc ce webinaire pour récolter un peu vos réactions, vos observations, vos questions et de façon à pouvoir te les poser, Florian. Alors peut-être un peu au fil de l'eau, mais surtout, j'aimerais qu'on puisse garder un peu de temps à la fin de manière à pouvoir nourrir un peu cet échange. Voilà. Ok, super. D'autant qu'on est plus de 400, donc il y aura sûrement pas mal de questions. Allez. J'imagine. Bon, allez, on va attaquer en fait. On va attaquer en se disant que ces trois notions d'intuition, d'inconscient et d'irrationnel, on va les retrouver à différents niveaux d'un processus de recrutement. Pourquoi? Parce que dans le contexte du recrutement, il y a l'amont, hein, donc pourquoi recruter, donc avec l'analyse des besoins, avec une définition de fonction, avec un profil. Ensuite, il y a qui recruter, c'est-à-dire déterminer le profil idéal en termes de savoir, en termes de savoir-faire, en termes de savoir-être. Et surtout, il y a comment recruter, c'est-à-dire comment analyser le candidat, comment apprécier l'adéquation entre un candidat et le profil recherché. Et là, souvent, mais dès l'instant où on se trompe, on se dit, mince, je ne suis pas bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et lorsqu'on se plante à plusieurs reprises dans un recrutement, on se dit, peut-être qu'il y a autre chose
à utiliser dans mes techniques de recrutement. Ça peut être quoi? Est-ce qu'on doit faire appel à l'irrationnel pour autant? Est-ce qu'on doit s'intéresser à l'inconscient? Est-ce qu'on doit faire preuve d'intuition? Voilà, ces 3 niveaux de recrutement, pourquoi recruter, qui recruter et comment recruter, sont très importants. On commence donc par le premier item, donc l'intuition. L'intuition, c'est cette force, cette forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Voilà, c'est le flash. Hein. Pas besoin de grosse analyse, pas besoin de comparaison, pas besoin de tableaux, de chiffres. L'intuition nous fait dire que c'est la bonne décision qu'on doit prendre rapidement. Alors, on pourrait qualifier le manager intuitif en ce sens que ce manager, entre guillemets, intuitif, qu'est-ce qu'il fait? Il sent le marché. Il se dit, par exemple, à la fin du confinement, on va faire ceci. À la rentrée, je sens que. Il ne s'appuie pas sur des études sérieuses, en fait. Hein. Il voit l'évolution, il se projette dans l'avenir. Le manager intuitif, lui, il va anticiper le départ d'un collaborateur. On ne sait pas pourquoi, il n'a pas forcément de signe apparent. Comment il anticipe le départ d'un collaborateur et il se dit, tiens, j'ai intérêt peut-être à anticiper et à prévoir quelqu'un d'autre. Ou il peut anticiper également une augmentation de travail. Oui, Laurent. Alors, Florian, il y a une réflexion de Dominique qui est tout à fait intéressante et je pense que ça va faire le lien avec ce qui va suivre. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un risque de confondre l'intuition et le hasard? Ah, aucun rapport. Alors là, je suis catégorique, ça n'a aucun rapport en fait. Hein. L'intuition, c'est arriver à une décision sans raisonnement préalable, tout simplement. Hein, je crois que sur la prochaine diapositive, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus, justement sur ce point-là. Bien sûr. Hein. J'y reviendrai en fait. Hein. Mais ça facilite l'acte de décision. C'est ce que disent ceux qui utilisent fortement l'intuition en fait. Hein. Donc voilà, donc on sent le marché, on n'a pas besoin d'une étude de marché. Tout simplement. Hein. On se dit, le manager intuitif va dire, bon, télétravail pour tout le monde. Terminé. On n'a pas besoin de louer, on va se séparer d'un certain nombre de mètres carrés. Intuitivement, on va prendre cette décision. On ne va pas faire une étude. Enfin, le manager intuitif ne va pas. Donc, ça n'a rien à voir avec le hasard, en fait. Hein. C'est une réflexion rapide, un raisonnement rapide. Le manager intuitif, lui, il n'a pas de définition de fonction, il n'a pas de fiche de poste. Il va se décider sur une rencontre. Il prend le train, il va à Paris en TGV, en face de lui, il a quelqu'un de sympa, il discute avec cette personne, arrivé à Paris, il lui dit « Dites-moi, j'ai peut-être un poste à pouvoir dans mon entreprise, ça vous intéresse de venir nous rejoindre ?» Voilà. Il le sent, hein, il sent l'individu et il va lui proposer quelque chose. Attention, hein, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein, j'analyse jusqu'à présent en fait. Hein. Le manager intuitif, c'est celui qui va se décider dans le cadre d'un autre recrutement. Il reçoit un candidat pour un poste, et puis au cours de l'entretien, il se dit, mais mince, pour ce poste-là, il ne convient pas ce gars-là. Mais pour un autre job, soit qui est en cours, dont le recrutement est en cours, soit il va anticiper autre chose, il pourrait m'intéresser, il va m'apporter autre chose, il collera beaucoup mieux à un autre poste. C'est ça, hein, le côté intuitif. Si vous voulez, le côté intuitif doit répondre à la question il me faut un degré de pertinence élevé à la question que je me pose, en fait. Hein. Pour avoir un degré de pertinence élevé à une réponse, généralement, on a besoin de nombreux indices. Hein. Là, ici, nous avons les indices. Alors, c'est sûr que la bonne réponse, elle est liée au fait qu'on va accumuler les indices et on aura de fortes chances d'avoir un bon degré de pertinence. Mais vous avez des gens qui ont une mauvaise réponse malgré longue réflexion. Le hasard, c'est justement avoir peu d'indices et se planter. Alors que l'intuition, elle, consiste à dire j'ai une bonne réponse avec très peu d'indices, donc je gagne du temps. Voilà. Alors, c'est génial, comme si vraiment cet élément-là existait, ça serait génial. On devrait tous développer notre intuition, puisque finalement, ça nous ferait gagner du temps.
Pas besoin d'études, d'enquêtes, de machin, de trucs, etc., de comparaison. C'est quoi développer son intuition? Ben, c'est chercher autre chose que la bonne réponse. Et c'est être plus créatif. Et c'est pas évident, en fait, hein, parce qu'on a été laminé, je dis bien laminé, par 10 ans, 15 ans, 20 ans d'éducation nationale. Pourquoi? Parce qu'on nous a dressés, j'emploie volontairement ce mot-là, j'espère que nos amis enseignants ne m'en voudront pas trop, on a été dressés dans notre système scolaire à trouver la bonne réponse à la question qui est posée. On a été dressés. Alors que la créativité et l'intuition consisteraient justement à chercher d'autres réponses, comparer ces autres réponses et trouver notre bonne réponse. Voilà, c'est ça. Il fallait autre chose que la bonne réponse, en fait. Il faut être créatif. Il faut défier les règles. Défier les règles, comme Alexandre le Grand. Hein, vous savez, Alexandre le Grand, il s'est retrouvé un jour devant un énorme nœud qu'il fallait dénouer, hein, le fameux nœud gordien. Hein, tout le monde s'était échiné à enlever ce nœud. Personne n'y arrivait pas. Hein, personne n'y arrivait, plutôt. Personne n'y arrivait, parce que celui qui arrivait allait devenir le maître d'un empire d'Asie. Et donc, on a demandé à Alexandre le Grand d'essayer de dénouer ce nœud. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a pris un sabre, il a tranché le nœud, tout simplement. Il a défié les règles et il a été le vainqueur, entre guillemets, en fait. Hein. C'est ça, qui est les règles, bien sûr. Deuxièmement, donc, il faut faire évoluer les règles. Et faire évoluer les règles, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Ça rejoint ce que tout le monde dit à propos de la force de l'habitude. Mais c'est pire encore, en fait. Hein, faire évoluer les règles. Prenez un exemple pratique tous les jours, depuis des années, sans se poser la question. Prenez votre clavier d'ordinateur que vous avez sous les yeux. Un clavier d'ordinateur, vous avez un clavier de forte chance pour que vous ayez un clavier de type AZERTY. AZERTY, A-Z-E-R-T-Y. Voilà. Alors que les Américains ont un clavier QWERTY. QW, machin, etc. QWERTY. Pourquoi cette différence de clavier? C'est intéressant. Intéressant. N'oublions pas qu'au tout début des machines à écrire, les machines à écrire avaient des touches. Et donc, quand une personne, simple, hein, pas de jeune femme, une personne tapait à la machine à écrire, comme elle allait de plus en plus vite, à un certain moment, les machines à bidules là, s'entrecroisaient. Et donc, ça coinçait la machine. Voilà. Donc, les ingénieurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, les ingénieurs? Ils sont très intelligents, les ingénieurs, très ingénieux. Ils se sont dit, puisque ça se bloque quand les filles vont vite, qu'est-ce qu'on va faire? On va ralentir leur travail. Incroyable. On va ralentir leur travail. Et donc, on s'est dit comme ça, si elles vont plus doucement, ça ne va pas s'entrecroiser. Moralité, elles ont mis les lettres qui sont le plus utilisées, chez nous, par exemple, la lettre A, on va le mettre au niveau de l'auriculaire, comme ça, en haut à gauche. Ça va embêter la personne qui va taper le A, et donc elle va être coincée, elle ne pourra pas aller vite. Voilà. Et en Amérique, donc, on a estimé que les lettres les plus utilisées allaient être sur les côtés et les moins utilisées au milieu pour l'index, etc. Voilà. C'est-à-dire que ce système-là a été créé pour ralentir le travail des personnes. Et aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus de machin bidule, on devrait au contraire faciliter la manière de travailler et on ne change pas les règles. On n'a pas fait évoluer les règles. Peut-être un clavier A, B, C, D, E, ça serait peut-être beaucoup plus simple. Vous voyez ce que je veux dire en fait. Donc, développer l'intuition, développer la créativité, consiste à défier les règles, à faire évoluer les règles, à rejeter la pression du groupe, bien sûr. Rejeter la pression du groupe. Est-ce que je vais embaucher telle personne venant d'un secteur différent? Est-ce que je vais, avec un profil très différent? Parce que le groupe va me dire que non, tu te trompes, etc. Ne pas avoir peur de se tromper. Ne pas avoir peur de se tromper, c'est une notion hyper importante, en fait. Hein. On peut se tromper. On peut commettre des erreurs, bien sûr. On ne doit pas commettre de fautes, mais on peut se permettre d'avoir des erreurs. Et puis, peut-être que l'intérêt à développer son intuition en s'inspirant du benchmarking. Comment font les autres dans notre domaine? C'est intéressant. Nous, on s'est intéressé au recrutement des pompiers. Comment les pompiers recrutent leur équipe? C'est hyper intéressant. Comment l'Église recrute les prêtres? C'est hyper intéressant, en fait. Donc, il y a des tas d'idées à aller chercher ailleurs, dans un domaine totalement différent.
Et bien sûr, l'élément le plus important, c'est rejeter les a priori. Ils sont comme ceci, les jeunes, les plus âgés sont comme cela, les Belges, les machins, les trucs, les autodidactes, les diplômés. Rejeter les a priori. Chaque individu doit être évalué par rapport au poste à pouvoir. Ça, c'est le plus important. C'est la règle d'or. Les gens ne sont pas bien ou mal comme ça, hein, en eux-mêmes. Ils ne sont bien ou mal, entre guillemets, que par rapport à un profil bien précis. Voilà. Ça, c'était pour l'inconscient. Ça, c'était pour l'intuition. Vous ne pouvez pas me reprendre, mais bon, je vais me reprendre. Ça, c'était pour l'intuition. On arrive à l'inconscient. Alors, l'inconscient, qu'est-ce que c'est? Là, vous avez une belle image. Hein. Donc, vous avez l'image de l'iceberg. Au passage, je vous rappelle qu'on dit iceberg et on ne dit pas iceberg. Hein. Ce n'est pas un nom d'origine anglo-saxonne, en fait. Hein. Donc, c'est un iceberg. Donc, vous avez l'image de l'iceberg qui représente bien, qui montre bien le poids de l'inconscient chez l'individu. Donc, c'est l'ensemble des représentations qui échappent à la conscience du sujet à un moment donné ou de façon permanente. On croit qu'on prend nos décisions de manière simple, logique, mais peut-être que derrière ça, ben, il y a l'inconscient. Alors, cet inconscient, il va se manifester aussi bien chez le recruteur que chez le candidat. Et la manière la plus simple pour déceler l'inconscient d'un candidat, ben, entre autres, ce sont les lapsus. On a fait un bouquin sur les lapsus des candidats et des clients dans l'entreprise, assez amusant. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Quand un candidat vous dit, voilà, monsieur mentionne, je viens de terminer un bilan d'incompétence, un bilan de compétences, c'est cela, oui. Oui, vous savez, monsieur mentionne, moi, je méprisais le changement. Je maîtrisais le changement. Hein. C'est cela, oui. Alors, la difficulté avec l'inconscient, c'est que ça veut dire quelque chose. Ça veut sûrement dire quelque chose. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà. Et le danger chez un recruteur, ben, c'est de dire, il a dit ceci, donc, voilà. La manière la plus dangereuse de réagir pour un recruteur, c'est le donc. Il faut abolir le donc. Hein. Dans différents cas de figure. Prenez le cas d'un candidat qui, au cours de l'entretien, nous parle de son père alors qu'il n'a pas en parlé, mais s'il parle de son père et qu'il dit mon père était flic ou mon père était instit, ça veut dire quelque chose. Sûrement que sa relation à l'autorité a dû influer sur la manière de constituer sa personnalité, ses comportements. Le danger, c'est de dire père flic donc, père incite donc. Ça, c'est dangereux. En revanche, ce que j'appelle, c'est un indice. C'est tout. Il n'y a que ça. Ça ne m'apporte qu'une seule information parcellaire. Et cet indice-là, ben, je vais le corréler avec d'autres indices. Et s'ils sont concordants, là, ça aura une signification. Mais en soi, un lapsus, ce n'est pas important. En soi. Mais après, quand on aura le regard aiguisé, là, on va apprendre beaucoup de choses. Donc, l'inconscient se manifeste au travers des lapsus, au travers des actes manqués. Ah, il s'est trompé de jour. Ah, excusez-moi, je me suis trompé de jour. Ah, d'accord, oui, c'est cela, oui. Et pour l'entretien de recrutement, tu te trompes de jour. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Ah, j'ai oublié mes documents. Vous m'avez demandé mes diplômes, je les ai oubliés. Alors, ça, c'est bête. Alors, je les avais vraiment mis sur mon bureau avant de partir. C'est ça, oui, c'est ça. Oui, oui, bien sûr, je comprends. On se trompe, bon, le complexe d'Oedipe, le mécanisme de défense, bref, il y a beaucoup de choses qui montrent que finalement, la personne fait autre chose que ce que spontanément elle voulait faire. Ça, c'est le poids de l'inconscient. Pourquoi recruter? Et là, l'inconscient aussi, il a un rôle important, parfois. Hein. J'ai marqué faire le deuil d'un collaborateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, dans l'entreprise, vous avez des gens qui ont un rôle important. Le chiffre d'affaires repose sur eux. Ah, vraiment, c'est le maître de l'informatique, hein, c'est le génie de l'informatique, il est balèze en fait, hein, en compta, en R&D. Qu'est-ce qu'on va faire quand il va partir en fait, hein. Il vient de partir, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être terrible.
Et parfois, vous avez donc des RH ou des chefs d'entreprise, des dirigeants qui vont se dire ben, on va recruter quelqu'un d'autre, on va le remplacer. Personne n'est irremplaçable, bien sûr, personne n'est irremplaçable. Et oui. Et donc, ça permet de faire le deuil du départ d'un collaborateur. On va tourner la page, en fait. Donc, cette accélération dans la décision, elle est dictée, elle est poussée par justement cette notion, par cet inconscient. Alimenter l'image idéalisée du parfait collaborateur, oui, bien sûr, là, c'est l'inconscient qui parle. Là, on a un chef d'entreprise qui manque d'autorité par rapport à ses cadres. Alors, il va embaucher un numéro 2. Ah oui, j'embauche un numéro 2. Alors, lui, il va les faire travailler. Ouais, c'est cela, il va les faire travailler. Oui, bien sûr. Mes commerciaux, ils ne vendent pas, ils sont pas. On va embaucher un chef des ventes. Alors là, le chef des ventes, il va les faire travailler. C'est ça, il va les faire travailler. Oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Combler un manque dans l'organisation, se punir, parce que des fois, bon, je prends un autodidacte, on va se punir, entre guillemets, en embauchant un polytechnicien, un centralien. Bref, ça obéit à une démarche inconsciente. Qui va-t-on recruter avec justement cette emprise de l'inconscient? Ben, on va recruter le plus fort. Hercule. On va embaucher Hercule. On va embaucher le meilleur rapport qualité-prix, ou le plus perfectible, ou le moins risqué. Chacun a son échelle de valeur. Alors, ce qui serait intéressant, maintenant, on a vu l'intuition et l'inconscient, c'est de comparer un petit peu ces deux modes de raisonnement. L'intuition, je pense qu'on peut développer l'intuition et on peut la maîtriser, puisque c'est un acte de décision. On peut la maîtriser. Alors que l'inconscient, lui, il se subit. C'est très embêtant, il se subit. Deuxièmement, l'intuition, elle se manifeste avant la décision. C'est avant de prendre la décision que je me dis que, intuitivement, je suis prêt à payer 50% de plus un salarié parce que je le sens vraiment très, très bien, en fait. Et je pense qu'en le payant 50% plus, je vais me le fidéliser, il va me développer mon entreprise. Voilà. Cette intuition, elle se manifeste avant la décision. Alors que l'inconscient, ce sera après coup. L'inconscient va s'analyser après la décision. Troisième point important, il est difficile de cerner l'intuition de son interlocuteur. On ne sait pas. On ne sait pas. Le candidat qui vous dit vous êtes à Hasbrook et vous travaillez dans la dératisation, monsieur. C'est génial, en fait. Alors, vraiment, Hasbrook, quelle belle région, en fait. Peut-être un peu froid en hiver. Mais alors, les gens sont charmants. C'est vraiment agréable, en fait. On se fait des amis à Hasbrook. Et la dératisation, quel beau métier. Un métier vert, un métier écolo. Moi, j'aimerais bien accompagner ma motivation, ma prise de travail à votre entreprise. C'est cela. Oui. Je comprends. Je comprends très, très bien. D'accord. Oui, bien sûr. C'est plausible, hein. C'est plausible. Et dans l'intuition, c'est plausible. L'inconscient, lui, je crois qu'il est important de décoder l'inconscient de son interlocuteur. Bien sûr. Ça nous fait prendre une autre, dimension, la conscience. Et enfin, donc l'intuition, on la valorise. C'est vrai que chapeau bas à celui qui sait prendre rapidement la bonne décision, ce qui n'est pas évident. Alors que l'inconscient, on s'en méfie. Voilà. Troisièmement, après l'intuition, l'inconscient, et là on arrive à l'irrationnel. L'irrationnel, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est inaccessible ou même contraire à la raison. Alors, soit il y a des outils rationnels, l'astro-machin, la numéro-chose, la morpho-psychobidule, tout ce que vous voulez, en fait. Bon, déjà, vous avez compris que la manière dont je présente ces trois outils, entre guillemets, irrationnels, vous avez compris ma manière de penser. Mais au-delà des outils, il y a des comportements irrationnels. Vous savez, le chef d'entreprise qui vous dit, le patron d'une PME qui vous dit j'ai eu du mal à recruter, il n'y a pas de bons candidats sur le marché, je vais embaucher le moins mauvais. Voilà, il me fallait quelqu'un, j'ai embauché le moins mauvais. Et là, il vous achève quand il vous dit il y a la période d'essai. La période d'essai, c'est pas fait pour les chiens. Ça sert à ça, la période d'essai. Si on se trompe. Non. C'est archi faux. Archi faux.
Soit c'est le bon candidat et je le recrute, soit j'ai pas le bon candidat et je le recrute pas. C'est ça la décision rationnelle. C'est totalement irrationnel de dire j'embauche comme un mauvais. C'est pas inacceptable. Voilà, inacceptable. Moi, ça me met hors de moi quand on entend parler quelqu'un qui me dit ça. Hein, on va essayer. Non, non, on n'essaye pas. Dans l'entreprise, on va pas essayer. C'est pas oser, c'est même pas le concept d'oser hein, qui apparaît dans ce raisonnement-là, en fait. Hein. C'est nul, c'est nullissime. Voilà. Donc, soit on est d'accord, on y croit dans un candidat, hein, dans le cas d'un recrutement, et on l'embauche, hein, pas avoir des arrière-pensées, en fait. Hein. C'est pas rationnel, ça. Pas, voilà. Il faut que tout soit au feu vert, en fait. Hein. Voilà. Donc, outil irrationnel, voire donc comportement irrationnel, en fait. Hein. Stupide. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'irrationnel? Bon, d'abord, c'est le sujet préféré des médias. Hein. Vous remarquerez qu'ils adorent ça, les journalistes, ils adorent ça, en fait. Hein. Et ils aiment bien mettre en valeur, je ne sais pas, un graphologue, un astrologue, et ils vous diront, l'astrologue, il a conseillé les plus grands chefs d'entreprise, en fait. Hein, voilà. Et après, le journaliste va râler, mais ils aiment bien parler de ça, en fait. Hein. C'est le sujet préféré des médias. Voilà. Alors que c'est vraiment le sujet qui est combattu par tous les professionnels. Vous n'avez pas un professionnel sérieux qui va vous dire j'utilise l'astro-machin ou la numéro-chose. Pas du tout. Hein. Non. C'est pas ça. On n'utilise pas du tout. C'est clair. En tout cas, chez nous, depuis 76, hein, j'ai créé le cabinet en 76, je peux vous dire qu'on n'a jamais utilisé l'astro-machin. Alors, vous pouvez me dire, et j'accepte la question, j'accepte la remarque, mais peut-être que vous vous trompez, monsieur Mentionne. Peut-être que la numéro-chose, ça peut être utile. Pourquoi vous ne l'essayez pas? Galilée, lui, on l'avait traité de fou à l'époque. Pourtant, il avait raison. Donc peut-être que l'astro-machin, il a raison. Peut-être que vous passez à côté de quelque chose d'important ou vous privez d'un outil important. J'accepte la remarque. Ça, je mets, et si Galilée existait encore? Eh oui, eh oui. Peut-être qu'il y a des Galilées qui nous éclairent, qui crient et qu'on n'écoute pas. Alors, je vais répondre par une pirouette cacahuète. Ma pirouette cacahuète, quelle est-elle? Elle consiste à dire que même si Galilée existait, ça serait un faux débat. Pourquoi ça serait un faux débat? Le bon candidat identifié par l'astro-machin. Parce que P égale CM3, hein, ceux qui ont déjà assisté à certains de nos webinaires le savent, la performance d'un individu, P, égale CM3, c'est égal à la compétence, savoir, savoir-faire, savoir-être, alimentée, activée, multipliée, factorisée par MMM, par 3 M en fait. Les moyens, la motivation et le management. Bien sûr. Donc, si vous voulez, un bon candidat en lui-même, c'est important. Hein, on essaye d'embaucher des bons candidats. Mais un bon candidat qui n'est pas porté par une structure, ça ne sert à rien. La performance ne sera pas aussi efficace, en fait. C'est comme un ordinateur. C'est pas parce que votre ordinateur, il aura le Pentium machin, il aura le dernier cri que vous allez faire des folies. Non. C'est la manière dont on va utiliser l'ordinateur, c'est le logiciel que l'on va utiliser qui est important. Ce n'est pas l'ordinateur en lui-même, ce n'est pas l'outil qui est important, en fait. Et puis, pourquoi ça serait un faux débat s'il existait? Tout simplement, c'est que les outils qu'on utilise nous satisfont. Moi, je rigole quand un graphologue me dit « Regardez, monsieur Mentionne, je vais vous faire l'analyse d'un candidat. » Alors, elle me fait l'analyse du candidat. Et elle me dit « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors, je dis « Oui, ouais, ça correspond bien à ce que je pense du candidat. » Elle me dit « Alors ?» Je dis « Alors quoi? Vous me dites ce que je savais déjà. Vous me dites ce que j'avais déjà trouvé avec mes outils existants, c'est-à-dire avec mon entretien, parce qu'on a un super mode d'entretien, un certain type d'entretien qu'on appelait entretien consensuel. Si ça vous intéresse, je vous invite à lire mes livres qui traitent du recrutement, entretien consensuel, parce qu'on fait du contrôle de référence, parce qu'on fait des essais, parce que voilà, on a d'autres techniques d'évaluation des candidats et ça nous suffit amplement. Pas la peine de l'aider pour apprécier quelqu'un. En fait, le vrai débat, c'est quoi? À propos de l'irrationnel. Le vrai débat, c'est inné ou acquis? L'individu qui est en face de moi, son comportement, sa personnalité, est-ce que ça dépend
de son lieu de naissance, de la forme de son nez, de tout ce que vous voulez, de son prénom, de son nom, de son machin, etc. Ou est-ce que ça dépend du milieu environnement dans lequel il est né, de sa formation, de son expérience, de ses échecs? Un peu comme Michel Serres qui parlait de l'habit d'arlequin que nous portons tous. L'habit d'arlequin avec des pièces rapportées. Et chaque pièce, cet habit d'arlequin, est constitutif de notre personnalité, de notre comportement. Moi, je crois beaucoup plus au fait d'acquérir en permanence des expériences. Je crois beaucoup plus au fait qu'un candidat va se bonifier au travers de ce qu'il aura vécu. Voilà pour l'irrationnel. Alors, comment réagit le recruteur? J'ai identifié 4 réactions simples d'un recruteur au travers des trois items. L'intuition, hein, ce fameux sentiment plus ou moins précis de ce qu'on ne peut vérifier, donc le pressentiment. Au travers de l'inconscient, qui s'exprime surtout par des préjugés et par des inférences. Le préjugé, c'est l'opinion préconçue, souvent imposée par le milieu, par l'époque, par l'éducation, etc. Hein, et l'inférence, c'est un jugement porté sur une observation. Si mon candidat vient me voir avec libération sous le bras, ça ne veut pas dire que. Hein, ça ne veut rien dire. Hein. Dire il a l'humanité, donc il est communiste, c'est une inférence. Hein, vous portez un jugement sur une observation. La seule chose que je puisse dire, je ne peux pas dire il lit l'humanité. Je ne sais pas. Il a acheté l'humanité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est il a l'humanité. Pareil, c'est une observation. Donc ne confondons pas l'observation avec l'inférence, qui est un jugement porté sur cette observation. Et enfin, donc l'irrationnel, qui est inaccessible à la raison, au contraire à la raison. Alors j'ai fait un petit test que je ne vais pas vous soumettre, mais que vous pourrez trouver dans mon best-seller Comment recruter des talents. Si ça vous amuse, de toute façon, vous aurez le PowerPoint, hein, vous pouvez les faire en fait. Hein. Phrase entendue lors d'un entretien. Le recruteur qui dit je me méfie des tatoués, c'est quoi? Je me méfie des tatoués. Est-ce que c'est un préjugé? Est-ce que c'est une inférence? Est-ce que c'est l'intuition? Est-ce que c'est l'irrationnel? Voilà, intéressant. Hein, il est resté 5 ans chez X, entreprise bien connue. Il devrait être bien. C'est-à-dire quoi ça? Il devrait être bien. Il n'a jamais encadré d'équipe, mais je pense qu'il pourra le faire. C'est quoi? C'est un préjugé? Une inférence? Une intuition? Irrationnel? On va l'embaucher même si je ne le sens pas trop. Voilà, c'est vraiment la connerie, hein, c'est irrationnel. Je donne la réponse de suite en fait. Hein. Bon, etc., etc. Donc j'en ai comme ceci de slides. Donc j'ai 16 questions. Si ça vous amuse, vous pourrez répondre chez vous tranquillement à ce petit quiz, me renvoyer les réponses ou avoir les bonnes réponses directement donc sur le bouquin Comment recruter les talents. Et si vous voulez une dédicace, je vous la ferai bien volontiers. La dédicace, je le répète, n'est pas obligatoire et ça flatte mon ego. Voilà, vous prenez vos décisions après. Hein, donc, soit vous achetez le bouquin et je vous fais une dédicace, ça flatte mon ego. Soit vous l'achetez et il n'y a pas de dédicace, c'est pas grave, je ne vous en voudrais pas. Voilà. Humour, toujours humour. Alors, qu'est-ce qu'on préconise au travers cette balade autour de l'intuition, de l'inconscient et de l'irrationnel? Qu'est-ce qu'on préconise? On préconise la chose suivante. Il faut scinder la présélection du choix. La présélection, il faut qu'elle soit opérée de manière sérieuse, objective, rationnelle, hein, avec des outils rationnels, avec un comportement rationnel. Voilà. Et il faut que le choix final, il se fasse au travers d'une shortlist, 3 candidats, par exemple. Mais quand on va choisir notre bon candidat parmi les 3 candidats présentés, et bien là, le choix peut être irrationnel. Là, le choix il peut être totalement subjectif. Peu importe. Parce que la base, elle est sérieuse. Les gens sont compétents. Vous voyez ce que je veux dire, en fait. Hein. D'une part, il y a la présélection de manière rigoureuse, rationnelle, sérieuse, tout ce que vous voulez. Après, le choix, la poignée de main, la coupe de cheveux, les chaussures qui brillent ou qui ne brillent pas, il est arrivé en retard ou pas en retard, on s'en fout. Hein. Peu importe la manière dont vous allez choisir
la personne avec qui vous voulez travailler dès l'instant où ce choix se fait sur une présélection correcte. Donc, dans une entreprise, ben, ça sera le rôle du DRH de faire cette présélection, et puis le choix final, ben, il sera fait par le N+1 et par le DG ou par le patron. Quand on passe par un conseiller en recrutement, ben, c'est ce que fait le consultant. Il va présélectionner des critères objectifs et rationnels, et puis il va présenter 3 candidats à son client, et il va dire à son client, choisissez maintenant la personne avec qui vous avez envie de travailler. Peu importe, parce qu'il est lion ascendant Sagittaire, ou peu importe, parce qu'il est grand, il est petit, il est gros, il est mince, il est machin, peu importe. Dès l'instant où vous avez envie de travailler avec lui, nous, on a testé ce qu'il y a dans le ventre. Voilà. Et là, on est très complémentaires. Bon, et puis bien sûr, préconisation, mais ça, vous le savez, c'est le supérieur hiérarchique, hein, c'est le N+1 qui doit toujours avoir le mot final, en fait, hein, la décision finale, parce que c'est lui qui a bossé avec le mec, en fait. Hein, voilà. Conclusion. Oui. Alors, Florian, juste avant de conclure sur la précédente. Oui. Alors, moi, j'aurais juste un petit élément à apporter qui me semble intéressant. En fait, c'est par rapport à l'intuition. J'adore l'étymologie des mots, et c'est vrai que intuition vient de intuito en latin. Et intuito en latin, ça veut dire le regard intérieur. Et je pense que c'est intéressant de se rappeler finalement de cette étymologie d'intuition, surtout par rapport à ta diapositive où on voit scinder la présélection et le choix. Et oui. En fait, c'est comme si la présélection se faisait sur des critères objectifs, très rationnels, ce que tu expliquais, donc finalement un regard extérieur, un regard neutre, et le choix intuitif sur un regard intérieur. Voilà. Donc, c'était juste cette petite parenthèse que je voulais faire. Alors, il y a plein de commentaires, plein de réactions. Je te laisse terminer et ensuite… Ok, on termine rapidement. On débattra. Voilà. Volontiers, volontiers. À tout à l'heure. Voilà, donc en conclusion, je crois qu'il faut tout d'abord être humble. Je crois que le côté humilité dans le recrutement est un comportement indispensable. Les hasards de la vie, je répète, les hasards de la vie font que nous sommes aujourd'hui placés d'une certaine manière du côté du bureau. On est du côté du recruteur, il est du côté du candidat. Mais ce sont les hasards de la vie. Là, tout à l'heure, quelqu'un parlait de hasard. Là, c'est le hasard, en fait. Demain, peut-être ça va changer. Et peut-être que demain, je serai candidat. Et peut-être que le candidat, ben, il sera recruteur. Nous, on a beaucoup d'anciens candidats qui sont devenus nos clients et qui sont passés recruteurs, en fait. Donc, être humble parce que. Deuxième point important, il faut être humain dans le recrutement. Les gens ne sont pas des pions. Les gens doivent être traités avec respect. Quand un candidat vient vous voir, ben, il investit beaucoup dans cet entretien, en fait. Hein. Il attend beaucoup de cet entretien. Il est à la croisée de chemins. Il a des difficultés où il veut rebondir, où il veut progresser. Et donc, on doit accorder toute l'attention nécessaire pour apprécier un candidat et le conseiller si nécessaire, en fait. Hein, donc, être très, très humain. Et puis surtout, il faut être prudent. Il faut être très prudent quand on analyse une situation. Il faut être très prudent quand on porte un jugement. Prenez cette image que vous avez devant les yeux depuis quelques secondes, depuis quelques minutes. Elle est très simple, en fait. Alors, bien sûr, rapidement, je veux dire ce que c'est, en fait. Hein. Vous-même, vous pouvez dire qu'est-ce que vous voyez? Bonne question. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image-là? Il y a un couple. Un couple, c'est ça. Quelqu'un qui est assis, quelqu'un qui est debout. Oui. Quelqu'un qui est assis, quelqu'un qui est debout. Qui c'est qui est assis? L'homme ou la femme? Regardez bien. C'est surprenant. C'est surprenant. Donc, soyez prudent quand vous analysez une situation. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise interprétation. Alors, je vous donne pas la réponse, vous l'avez décodée, j'espère. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je reviendrai sur les prochains webinaires, sur
des prochaines formations que nous faisons. Mais mon cher Laurent, je te laisse poser les questions que nos amis auditeurs ont posées, internautes ont posées. Alors, comme je te le disais, Florian, évidemment, il y a eu énormément de réactions. Oui, mais on s'y attendait intuitivement. Je vais essayer de les regrouper en certains items. Alors, il y a une question qui est posée par Sophie. Comment développer l'intuition? J'en ai parlé un petit peu en fait. Et il faut élargir le cadre en fait. Il faut élargir le cadre. Il faut casser les habitudes. Il faut être créatif en fait. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. On peut oser en fait. Il y a tout ça en fait. Et puis ce qui est intéressant, c'est de prendre des décisions de manière intuitive et de la comparer, ce résultat-là, avec une autre décision qu'on aurait prise, avec des tableaux, avec des comparaisons, en fait. Et on va s'apercevoir dans certains cas que la première impression était la bonne, en fait. Finalement. Souvent. Ça, c'est le bon sens. La première impression était la bonne. Dans une de tes diapositives, sur les manifestations de l'inconscient, tu as donné des exemples, tu as largement donné des exemples sur les lapsus, mais tu as cité le complexe d'Oedipe. Alors, je sais que ça a fait réagir un bon nombre de personnes, Amine, Sandrine, Marie. Pourquoi parler du complexe d'Oedipe? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu l'as cité à ce moment-là? Prends un exemple très simple. On me demande d'embaucher un chef des ventes. Je présente trois candidats à mon client. Mon client, c'est le directeur commercial, donc le N+1, c'est le directeur commercial, et le DG. Je présente mes trois candidats. Et parmi ces trois candidats, il y en a un des trois candidats qui a une bonne paire de bras, comme ça, qui va s'exprimer avec beaucoup d'essence, beaucoup d'autorité naturelle, etc., etc. Et quand j'ai fait ce recrutement-là, j'ai regardé attentivement le N+1, le directeur commercial, et j'ai vu dans ses yeux qu'il avait la trouille. Il avait la trouille. Si ce gars-là, je l'embauche, il va me tuer. Il va me tuer. Il voudra prendre ma place. Alors que je regardais le chef d'entreprise ou le DG qui lui disait « Oh là là, il m'intéresse ce gars-là, parce que vraiment, si mon directeur commercial me claque entre les doigts, il pourra le remplacer avantageusement. » Le complexe d'Oedipe, c'est quoi? C'est que parfois, les gens ont peur de se faire tuer par un collaborateur. C'est la mort du père par le fils. Et dans l'entreprise, c'est la mort d'un cadre par son N-1, en fait, qui veut le remplacer. Et ça existe très souvent, bien sûr. Bien sûr. Autre registre de questions, c'est en fait le rapport entre l'intuition et l'erreur. Corinne nous a dit, voilà, les scientifiques découvrent beaucoup grâce à leurs intuitions, mais aussi grâce à leurs erreurs. Alain nous cite le droit à l'erreur. Est-ce que ce droit à l'erreur, d'assumer le fait de se tromper, n'est pas finalement libérateur et ne permet-il pas de développer plus son intuition? Voilà, quel est ton avis par rapport au statut de l'erreur et l'intuition? Alors, l'erreur est normale en fait. Je fais la distinction entre l'erreur et la faute en fait. La faute, c'est lorsque tu commets deux fois la même erreur. Là, il y a faute. Donc, parce que tu ne t'es pas modifié au travers de ta précédente expérience. Ça, c'est pas normal en fait. Mais l'erreur, on peut se tromper en toute bonne foi en fait, parce qu'on n'est pas infaillible en fait. En ce qui concerne l'intuition, moi, je suis très pro sérendipité. Alors, c'est un gros mot, la sérendipité, mais moi, je suis un adepte de la sérendipité. La sérendipité, c'est quoi? La sérendipité, c'est le fait de trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas. Voilà. Et ça, c'est génial. Ça va au-delà de l'intuition même, en fait. Ça fait partie d'une curiosité intellectuelle qui fait que vous cherchez quelque chose sur Internet, et puis de renvoi en renvoi, vous arrivez sur autre chose. Et cette autre chose, il est fabuleux. C'est fabuleux, en fait. Ça vous apporte quelque chose, en fait. Et la sérendipité, c'est ça. C'est trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas. Vous êtes venu aujourd'hui écouter, participer à une conférence sur le recrutement.
Mais peut-être que vous allez trouver quelque chose que vous ne cherchez pas, quelque chose que vous allez appliquer dans le cadre de votre vie personnelle, en couple ou en famille. Et vous allez retirer un conseil que vous n'étiez pas venu chercher. Vous pensez que on va travailler business aujourd'hui, on va parler recrutement, mais puis vous allez vous apercevoir que peut-être que dans ma relation avec mon conjoint, dans ma relation avec mes enfants, dans mes relations avec ma belle-mère, c'est vrai que l'intuition a son importance, que l'inconscient a son importance, que l'irrationnel a son importance. Bien sûr. C'est ça la sérendipité. Donc l'intuition, ma foi, c'est une superbe qualité qu'on doit développer en permanence. En fait, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est réfléchir sur ce que l'on fait. Ne pas être passif. Ne pas subir les événements, les situations. C'est décortiquer en permanence ce qui se passe autour de nous. Voilà. Et plus je décortique ce qui se passe autour de nous, plus je vis l'instant présent, plus je peux améliorer ma capacité intuitive. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est ma réponse. Je pense de toute façon, la question suivante, en fait, elle va permettre d'aller plus loin dans ce même registre-là. Jean-Pierre nous parle en fait de oser. Il faut oser faire travailler son moi intérieur sans se soucier de l'autre. Donc en fait, ça reprend aussi finalement l'erreur, ce risque de se tromper, cette peur de se tromper. Est-ce que finalement, il ne faut pas dépasser ça et oser? Moi, j'ai retenu ce mot-là, ce verbe oser. Il est important. Alors, bien sûr, on ne va pas faire n'importe quoi, on est bien d'accord, hein, dans le cadre d'une entreprise, d'une démarche commerciale, d'une relation professionnelle. Mais on peut, dans certains cas, pousser le bouchon un petit peu plus loin. Hein. On peut, entre guillemets, prendre des risques. C'est ça, en fait. Hein. Oser, c'est bien prendre des risques, mais des risques sensés, des risques mesurés. Hein. On ne doit pas subir les événements. Je crois que le plus important, c'est pour retenir ça, ne pas subir et anticiper les choses. Et si j'anticipe, j'ose en fait, hein, bien sûr, bien sûr. Mais, il y a 3 mois, c'était impossible de se dire, je vais faire une mission je vais présenter des candidats dans le cadre d'un recrutement à mon client à Perpignan, sans me rendre à Perpignan. Je vais lui présenter un candidat parisien, un candidat de Strasbourg, un candidat de Nantes, sans qu'il le voie. Voilà. Et pourtant, on est en train de réaliser des recrutements de ce style-là. On présente, sans se déplacer, on présente 3 candidats des 3 coins de la France, un client qui est à Perpignan, et moi-même, je ne me déplace pas. C'est ça. C'est oser de nouvelles procédures, imaginer de nouvelles manières de travailler. C'est ça, oser, en fait. Tout à fait. Alors, on va développer encore plus ce système-là, en fait, hein, bien sûr. Alors, je vais juste apporter un complément, alors un peu plus neurosciences, et du coup, je vais également répondre à des interrogations de Sophia, de Maria, de Corinne sur l'intuition et les neurosciences. Donc, je vais être très, très schématique, mais au point de vue donc neurobiologique, neurosciences, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intuition, elle est générée par une partie du cerveau, ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Donc, c'est juste derrière le front, qui est une aire associative du cerveau qui va chercher des informations un peu partout. Et ce que l'on sait, c'est que ce cortex préfrontal, il est extrêmement sensible au stress, à la peur. Donc, ça reprend vraiment ce thème-là de oser, du statut de l'erreur. Et en fait, on s'est rendu compte que plus on est en situation de stress, plus on a peur, plus finalement le cortex préfrontal se fige, moins il a cette capacité de réaliser des associations et de développer de l'intuition. L'intuition provient de ce cortex préfrontal. Et en fait, il ne faut pas imaginer que l'intuition soit quelque chose qui sorte de nulle part, mais c'est quelque chose de réfléchi, d'inconscient, mais c'est le cortex préfrontal qui fait cette élaboration, tout simplement parce qu'on n'a pas la capacité à un moment donné de gérer toutes les informations qui circulent dans notre cerveau. Il faut savoir qu'on a 100 milliards de neurones quand même dans le cerveau, c'est pas rien. Et donc, on ne peut pas avoir conscience de toutes ces informations-là, sinon on deviendrait fou. Et donc, on a cette partie inconsciente, mais pour autant,
qui résulte d'un mécanisme complexe et qui est un traitement de l'information. Voilà, donc ce que je voulais juste apporter, c'est que finalement, cette peur, eh bien, elle fige ce cortex préfrontal et donc elle ne permet pas de développer l'intuition. Tout à fait d'accord. J'ai vu rapidement une question qui disait que si le recruteur peut se tromper, le candidat aussi peut se tromper et il ne va pas trouver l'entreprise dans laquelle il pensait y arriver. Sébastien Fabre, je crois. Oui, oui, Sébastien, bien sûr. Je crois que le candidat, il prend aussi un risque, on est bien d'accord en fait. Hein. C'est pour ça que je ne conseille jamais à un candidat de déménager de suite une fois qu'il a été embauché en fait. Hein. Donc je lui conseille de bien se renseigner auparavant, d'aller dans l'entreprise, de rencontrer d'autres personnes dans l'entreprise. Nous, en tant que consultants, on favorise toujours cet échange supplémentaire avant le démarrage en fait, hein, d'un recrutement d'une nouvelle personne dans l'entreprise en fait. Hein. C'est important. Il ne faut pas se tromper en fait. Hein. C'est un risque, c'est vrai. Alors, il y a également un commentaire de Jean-Luc qui nous dit, mais en fait, finalement, est-ce que l'intuition ne peut se développer que si au préalable, on a une connaissance approfondie d'un domaine? Et c'est parce qu'on a la connaissance approfondie du domaine qu'à un moment donné, on peut s'affranchir de rester dans une espèce de pragmatisme et on peut laisser finalement parler son intuition. Pas forcément. J'ai de grandes discussions avec Loïc Douillère, qui est notre pro informatique, notre pro d'Internet, notre pro des webinars. C'est lui qui gère notre webinar. Et souvent, je dis, il n'y a qu'à faire ça. Il faut qu'on… Voilà. Et il rigole toujours, en fait, en disant, oui, mais enfin, c'est pas… Il n'y a qu'à Faucon, en fait. Après, il faut le faire. Et oui, l'intuition, c'est de dire, je sens que, voilà, il nous faudrait un webinar, machin bidule, comme ceci, comme cela. J'y connais rien. J'y connais rien. Mais intuitivement, je veux dire que si on pouvait avoir une vidéo qui fasse ceci avec des machins et des majorettes et des pirouettes et des cacahuètes, ça serait génial. Mais je n'ai pas la connaissance. Et c'est lui qui va me ramener sur Terre en me disant, attention Florian, vous faire ceci, vous faire cela. Il faut les deux. Il faut les deux. Hein, il y a le côté intuitif et puis après, il y a le côté rationnel qui pondère, machin, etc. Il faut les deux. Toujours sur cette intuition. Hein, oui, tu peux réagir, Loïc, hein, si tu veux. Là, je sais que tu es aux manettes. Ah oui, bien sûr. On peut te voir. Et si tu veux réagir, tu es le bienvenu par rapport à Yaka Faucon. J'ai même rédigé l'article là-dessus, sur éloge de Yaka Faucon. Voilà. Alors bonjour à tous, c'était pas du tout prévu, prévu d'intervenir, mais bon, Florian me pique au vif, il le sait, donc bonjour à tous ceux que je vois, j'ai beaucoup de chatté, etc., beaucoup d'animation, merci à tous de votre présence, de vos interrogations, de vos interpellations, etc. Oui, j'ai réagi dans le chat sur la question de l'intuition et du rationnel, effectivement, Florian aime à aller sur cette question du Yaka Faucon. On n'est pas toujours d'accord, donc c'est ce qui fait aussi notre richesse au sein de notre cabinet. Je suis d'accord qu'il faut de l'intuition et du rationnel, mais je pense qu'il faut ni minimiser l'un, ni minimiser l'autre, ou ni maximiser l'un, ou ni maximiser l'autre. C'est-à-dire que si on n'a que de l'intuition, on va se planter à tous les coups, et notamment en recrutement, hein, parce que à un moment donné, son intuition, on l'a tous senti. Ah oui, vous avez tous passé des examens. Hein, il y a combien de fois aux examens, ah, super, hein, je suis bien sorti. Et on se prend un carton, on l'a tous vécu. Et inversement, on sort d'un examen et hop, catastrophe, hein, j'ai été nul et on sort de là avec une note magnifique. Donc, autant vous dire que l'intuition, à elle seule, il faut être très prudent. Si je reprends mon affaire d'examen, l'intuition mêlée à du rationnel serait quoi? C'est d'interroger ses collègues et de leur dire, tiens, à ces questions-là, tu as répondu quoi, toi et toi? Et puis là, si d'un seul coup, moi, je me suis senti bien et que les collègues me disent qu'ils ont répondu la même chose, bon, a priori, je suis plutôt dans le vrai. Donc, j'ai allié les deux. En recrutement, on fait exactement la même chose, en fait. C'est pour ça que je répondais tout à l'heure à Sandrine ou à Audrey, je ne sais plus, sur une bonne méthodologie recrutement. Mais elle allie à la fois du rationnel sur de la collecte d'indices très objectifs, mais faut-il encore les collecter et coller ces indices à son intuition va nous permettre de travailler sur le subjectif. Mais si je n'ai pas l'un, ça ne sert à rien de se lancer. La plupart des recruteurs se lancent dans le subjectif parce qu'on se laisse
par l'affect, embrouillé par tout ça, et on n'a plus d'objectifs, de données objectives. Et inversement, quand on rationalise trop le recrutement, ben, on enlève la part des anges, la part humaine. Mais là, c'était pour répondre à la question de… L'intelligence artificielle qui revient, quoi. Voilà. Bon, allez, je vais m'arrêter parce que vous avez vu, je peux parler aussi longtemps sur le sujet. C'était pour répondre à la question de Laurent qui disait que est-ce qu'on doit être un spécialiste ou pouvoir, est-ce qu'on est plus à l'aise quand on connaît bien le sujet d'être intuitif? Et non. Enfin, ma réponse est non. Au contraire, il faut un peu les deux. Il faut un peu les deux, je suis d'accord. Il faut être côté naïf. Moi, je vous laisse. Le côté… Ciao. Le côté naïf est intéressant, en fait, parce que ça entraîne de la spontanéité. Et la créativité, elle vient de la naïveté, en fait. Et bien justement, Florian, c'est merveilleux, tu me fais les transitions que vous m'en dites plus. Dominique posait la question, ou en tout cas, c'était plutôt une réflexion. Ce qui est intuitif n'est jamais loin de ce qui est créatif. Tout à fait. Alors là, bien sûr, hein, parce qu'il y a un petit côté spontané, naïf, qui fait que, voilà, hein, ils ne savaient pas que c'était faisable, c'est pour ça qu'ils l'ont fait, en fait. Hein, c'est ça, en fait. Hein, il faut y aller. Hein, il faut y aller. Tout à fait. Dernière peut-être question, hein, parce que je vois que le temps file. Sur l'inconscient, alors là, il y a eu pas mal de réactions. Donc, je vais te livrer, en fait, il y a deux volets. Le premier volet, donc c'est Jean-Pierre qui a posé une question très, très pertinente. Est-ce qu'on peut maîtriser son inconscient? Et des réactions, cette fois-ci, ce ne sont pas des questions, mais plutôt des réactions d'Audrey, de Jean-Luc, de Julien sur tous les astrobidules que tu citais, la graphologie, la morphopsychologie, l'astrologie. Finalement, les internautes se sont posé la question, mais c'est OK, ça peut être irrationnel, mais est-ce que ça sert à rien? Est-ce que c'est complètement irrationnel? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une part qui peut servir? Voilà, il y avait beaucoup d'étonnement finalement dans ces outils qui, dans l'esprit de certains, peuvent être quand même utiles. Voilà. Donc, quel est ton point de vue là-dessus? C'est un gros débat, en fait. Hein. Je démarre par la deuxième question sur le côté irrationnel, hein, c'est sûr. Je répète, hein, si j'ai de bons outils que je maîtrise bien, fiables, j'ai pas besoin d'autre chose. J'ai pas besoin d'autre chose. Alors, si en dernière analyse, mon client final se dit tiens, il est Lion, ascendant Sagittaire, ça peut être intéressant pour moi, pourquoi pas? Mais à condition qu'ils le disent, je suis un bon candidat que j'aurais testé, en fait. Hein. Et là, c'est complémentaire, en fait. Hein. Là, d'accord. Mais systématiquement, aller chercher les lions ascendant Sagittaire de par le monde, non. Non. Voilà. C'est ce côté irrationnel. Et la première question, c'était sur… La première question, c'était peut-on maîtriser l'inconscient? Et non, justement. C'est la grosse différence avec l'intuition que l'on peut maîtriser, en fait, hein, puisqu'on est en amont de la décision, alors que, voilà, l'inconscient, on n'a plus la décision, et voire même, c'est quelqu'un d'autre qui pourra être plus à l'aise pour décoder l'acte de décision. Pas beaucoup plus à l'aise. Tout à fait. Et je te rejoins là-dessus au point de vue neurosciences, l'inconscient, par définition, ce sont des mécanismes qui ne franchissent pas le seuil de la conscience. Voilà, 12h58. Un grand merci pour avoir participé à ce webinaire. Donc, les prochains, les fameux jeudi midi du management, voilà, donc 4 juin, 11 juin, 19 juin, vous avez des choses hyper intéressantes. Moi-même, je vais faire management et ruse. Un grand moment, en fait. Hein. Management et ruse le 18 juin, donc la date du 18 juin pour management et ruse. Et puis, donc, nous avons des formations en ligne payantes qui sont intéressantes et on est intéressé, voilà. C'est l'inconscient qui parle, tu vois. Exactement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'en renvoyer un feedback. N'hésitez pas à m'envoyer un mail en me disant Florian, j'ai bien apprécié ceci, et en revanche, je ne suis pas d'accord avec cela. J'accepte les deux remarques, en fait, hein, et je répondrai bien volontiers à vos questions. Donc, ce fameux questionnaire avec les phrases entendues lors des entretiens, n'hésitez pas à le faire quand vous recevrez cet après-midi le
le replay, là. Vous m'envoyez les réponses, on pourra échanger. Voilà. Merci Laurent pour cette complicité très professionnelle et amicale. Merci Florian à toi pour ce beau sujet et merci à nos internautes. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bye bye. Bye bye.